Je vais vous proposer quelques très rapides considérations, je ne serai pas long, justement pour essayer. J'avais rencontré Maurice Marois, donc il y a, je ne sais plus combien de temps maintenant, 10-15 ans, un peu plus. J'ai aussi eu l'occasion, puisqu'il avait gravité, je crois, autour de lui, de rencontrer il y a plus longtemps encore Gabriel Marcel, ainsi d'ailleurs que René Poirier, qui étaient tous des figures qui tournaient autour, au fond, de l'Institut de la vie et des thèmes de l'Institut de la vie. Donc j'ai simplement cherché à essayer de retrouver quelle pouvait être l'inspiration de Maurice Marois lorsqu'il avait eu l'idée justement de cet Institut de la vie. Alors je crois que, au fond, l'inquiétude humaine, d'une manière générale, et particulièrement chez ceux qui se sont armés intellectuellement pour lui donner une consistance et une raison d'être, cette inquiétude humaine, la question qui se pose toujours pour elle, c'est de savoir si elle arrivera à trouver un site, si elle arrivera à trouver une forme, si elle arrivera à trouver un appui, puis finalement des institutions, mais des institutions qui lui soient propres, afin au fond de dépasser les seules expressions individuelles, qui justement se limitent à quelques individus. Et je crois qu'on ne peut pas éternellement compter sur nos élans, hélas, sur nos initiatives, voire même sur nos entêtements. Si l'on reprend les grands étagements de la vie humaine, tels qu'on les trouve pensés pour la première fois, par exemple, par quelqu'un qui s'appelait Pythagore, à savoir qu'il existe une vie théorétique, il existe une vie politique, il existe une vie économique, je crois qu'on peut avoir le sentiment que chaque étagement a su trouver, à un moment ou à un autre de l'histoire, sa forme institutionnelle. Les écoles philosophiques d'abord, les universités ensuite pour la vie théorétique, la cité, puis l'État, puis les appareils administratifs pour la vie politique, les foires, les échoppes, les manufactures, les entreprises pour la vie économique. Ces formes institutionnelles, elles sont là, au fond, pour protéger ce qui vit en elles. Elles sont là pour donner une force, un retentissement que des acteurs individuels n'auraient jamais par eux-mêmes. Alors bien sûr, ces formes institutionnelles, elles sont profondément racinées dans le temps historique. Elles ressemblent parfois d'ailleurs davantage à leur époque qu'aux intentions profondes qui les animent. Au fond, il y a ce qui vit en elles, et puis il y a ce qui est censé les aider à vivre. Tout, justement, des crises régulières qui annoncent aussi bien des renaissances que des passages à vide, voire que des disparitions. Alors bien sûr, nous sommes un peu éloignés de Pythagore aujourd'hui, mais toutefois, je crois que ces étagements de la vie humaine, repérés par Pythagore pour la première fois, ces étagements ont encore un sens pour nous. Ce qui est sans doute nouveau, c'est le quasi-renversement de ces étagements, du moins au regard de leur vitalité précisément. On a le sentiment que la vie économique, ou ce qu'on pourrait peut-être appeler la forme économique de la vie, a su trouver ses institutions, et des institutions au fond qui la servent assez bien, que la vie politique reste à peu près à sa place, c'est-à-dire au milieu, oscillant sans cesse entre un souci de disposer des bonnes institutions pour légiférer et une volonté de toujours pouvoir disposer des moyens pour exprimer cette volonté. Alors, on parle depuis au moins un siècle de la crise du parlementarisme, je rappelle que ça a au moins 100 ans, pour le premier souci, et on parle également d'inflation normative, peut-être depuis le début de la Ve République. On parle sans cesse aujourd'hui de la crise de la gouvernance, même si le vocabulaire vient en réalité de la vie économique et pas tellement de la vie politique. Mais j'en viens au troisième étagement, le seul qui m'importe ce soir. Ce que les Grecs appelaient la vie théorétique, nous, ce que nous appelons peut-être la science aujourd'hui, eh bien, cet étagement-là, on voit bien que cet étagement a su trouver assez tôt ses institutions. Bon, l'université est ancienne, mais évidemment, elle ne naît pas avec la science, les académies aussi, et puis disons, les laboratoires sont peut-être aujourd'hui plus proches de nous. Mais malgré tout, comment ne pas prendre acte, pour ces institutions du savoir, d'un bien réel vieillissement, exactement comme pour les institutions de la vie politique. Mais au fond, qu'est-ce qui vieillit dans ces institutions ? Certainement pas l'inquiétude humaine qui les anime, et qui, elle, reste toujours étonnamment jeune, et qui, au fond, a un art consommé du renouvellement. Non, en réalité, ce qui vieillit, ce sont les murs qui protègent cette inquiétude et qui l'arment en quelque sorte et qui lui offrent l'hospitalité. Et la tentation est grande alors d'imaginer de nouveaux murs, de nouveaux toits, en dehors des lieux recensés, afin d'offrir à l'inquiétude de quoi renouveler ses questions,
d'affiner ses réponses et pourquoi pas de renouveler ses propositions. Et de ce point de vue, comme le disait d'ailleurs Maurice Marois, si le repli n'est plus possible, au fond, si la tour d'ivoire a vécu, il y a belle lurette qu'on n'a plus droit à la tour d'ivoire, et c'est fort bien ainsi, et si l'exercice au quotidien de la science se fait tant bien que mal, selon des formes qui restent plus ou moins vétustes malgré tout, et si, comme toujours, la vie n'attend pas, alors il faut bien chercher à imaginer autre chose. Et imaginer autre chose, c'est ce que font assez régulièrement les grands inquiets, disons les choses comme ça, que sont les mathématiciens, les physiciens, les philosophes et bien sûr les biologistes. Et je ne cherche pas à être exhaustif dans cette liste. Imaginer autre chose, c'est bien ce qu'a voulu justement faire Maurice Marois en créant l'Institut de la vie. Poussé par la vie, qui sait toujours nous bousculer de ce point de vue, il a donc imaginé cet Institut de la vie, c'est-à-dire imaginer une forme institutionnelle qui ne serait pas trop infidèle à la vie elle-même. Et cette création, dont l'une des tâches était finalement la libre exercice d'une responsabilité sociale, propre à ceux qui sont au plus près de l'inquiétude humaine, cette création donc, elle pouvait chercher à imaginer sa propre forme institutionnelle. Et ce qui m'importe, et j'ai déjà presque terminé au fond, je veux juste pointer ce fait, ce qui m'importe dans cette initiative d'alors, c'est sa profonde nécessité, puisqu'il était probablement nécessaire d'en passer par là. Et ce qui m'importe surtout, c'est l'image qu'il avait su forger, et qu'on retrouve dans l'appel qui vient d'être lu, cette image qu'il avait su forger pour cet institut, cette image qui d'ailleurs nous parle encore, c'est l'image du haut lieu. Et ce qui est très important, c'est que ce soit le haut lieu et pas, par exemple, un haut lieu de la pensée, comme on dirait aujourd'hui, où les institutions sont toujours repérées, recensées quelque part. Voilà. Donc je voudrais m'attarder très peu de temps, et quelques instants seulement, sur cette image, et noter tout de suite que l'Institut de la vie était au départ à la fois justement haut lieu pour la pensée et la recherche, et par ailleurs organisme, orienté vers l'action, haut lieu et organisme, justement dans cette dimension vivante. Et l'Institut de la vie, parce qu'il se préoccupait de l'avenir de la vie et de la vie humaine, ne pouvait pas ne pas prendre précisément la forme d'un organisme. Mais je reste sur cette idée de haut lieu. Il est parfaitement clair qu'il faut des lieux pour se rencontrer. Et que ces lieux, il est préférable toujours de les imaginer soi-même, plutôt que d'en bénéficier à partir d'une intention étrangère à la vie qui s'y déploie. S'il y a une vitalité de la philosophie, par exemple, à Athènes, je prends cet exemple, on sait très bien que cette vitalité, elle le doit en grande partie à l'installation d'écoles philosophiques sur des lieux donnés, des lieux dits à Athènes, des petites collines, l'académie, le lycée, le jardin, le portique, etc., des lieux dits. Et les philosophes, au fond, et c'était du culot de leur part, ils ont 1000 fois raison de le faire, se sont d'emblée installés chez eux, pas chez les autres. Ils n'ont demandé la permission à personne. Ils se sont autorisés d'eux-mêmes. Et ces lieux étaient justement des lieux de rassemblement, et bien sûr des lieux d'enseignement, des lieux pour accueillir et pour recueillir une science vivante, et qui était en train de se faire. Il fallait bien sûr à ce moment-là tout faire, il fallait bien sûr tout imaginer, il fallait bien sûr tout inventer. Or, je crois qu'il y a toujours à lutter contre cette illusion institutionnelle qui nous ferait croire que des murs, parce qu'ils sont là, et parce qu'il y a déjà quelque chose d'inscrit dessus, nous accueillent pour y faire ce que nous avons à y faire. Mais l'illusion institutionnelle, c'est de croire qu'il faut moins d'imagination, moins d'invention, moins de ténacité pour faire perdurer des formes instituées, comme si ce qui avait été fait par d'autres réglait d'avance le problème de ceux qui suivront. Bien sûr, c'est là une pure illusion. Il faut donc voir les institutions exactement comme Descartes voyait la nature, c'est-à-dire comme une pure création continuée. Eh bien, il me semble que c'est justement ce souci d'inventer des murs qui tiennent, pour des aventures qui se renouvellent sans cesse, que m'importe justement cette aventure tentée par Maurice Marois avec l'Institut de la vie. En somme, quel lien entre l'Institut de la vie et la philosophie, puisque c'était le titre de ma brève intervention, sinon ce refus de baisser les bras, de ne pas abdiquer malgré les obstacles, et ils sont nombreux, de poursuivre une ambition de synthèse, aujourd'hui, pour agir demain, c'est-à-dire pour disposer d'une action à la hauteur des temps. Et donc ce haut lieu devait être un lieu haut, c'est-à-dire à la hauteur des questions du moment.
Et par philosophie, je précise qu'il ne faut jamais entendre une discipline, et encore moins une corporation, simplement, mais essentiellement, une fonction, un souci, voir toujours les choses en grand et toujours dans leur ensemble. C'est ce que Platon appelait l'ambition synoptique, qui faisait précisément la caractéristique du dialecticien. Il y a 36 façons d'être un dialecticien, aujourd'hui comme hier. Et je crois que l'ambition de Maurice Marois, justement, était de nature philosophique, ni plus ni moins, c'est-à-dire de nature synoptique. Et bien sûr, cela détermine une responsabilité. Quand on a des vues d'ensemble, on ne peut pas précisément s'affranchir de cette responsabilité qui est la sienne alors. Et ce n'est pas parce que la science se spécialise sans cesse davantage qu'elle doit pour autant renoncer à sa propre dimension philosophique. Alors, quelle peut être la tâche d'un haut lieu? Eh bien, il me semble qu'on pourrait répondre par une formule: éviter, si possible, toute fuite de la pensée. Je crois que la pensée fuit quand elle n'arrive plus à animer nos actes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, à ce moment-là, on voit la pensée elle-même, sous forme de thèse, sous forme de phrase, sous forme de pensée, sous forme de discours, mais nulle action n'en sort à proprement parler. Et la fuite de la pensée, comme une roue de voiture qui fuirait en somme, la fuite de la pensée, c'est donc l'acte, la fuite de la pensée, c'est l'acte, oui, qui ne se remplit plus assez de l'air qui lui est justement nécessaire. Eh bien, il me semble qu'en créant l'Institut de la vie, Maurice Marois avait justement pour idée de lutter contre cette fuite de la pensée, loin des actes dont nous avons par ailleurs toujours besoin. D'où ce souci institutionnel pour donner une assise à la pensée, pour qu'elle puisse alimenter les actions de demain. Et ce souci me paraît un très bon souci, car il prend acte que les phénomènes de vieillissement caractérisent aussi bien le vivant que les institutions qu'il génère. D'où cette nécessité, bien sûr, de renouveler sans cesse l'habit institutionnel. Et il me semble qu'au fond, Maurice Marois avait sans doute en tête la remarque de Bergson: partout où quelque chose vit, il y a, ouvert quelque part, un registre où le temps s'inscrit. Eh bien, je crois qu'il est bon de ne jamais l'oublier.